Salut, moi c'est Audrey, alias la cheftaine. Comme beaucoup, j'ai longtemps cru que ma valeur dépendait des autres. Mes parents, mes profs, mon conjoint, mon boss et même ma gynécologue. Entre syndrome de l'imposteur et doute permanent, je me sentais prisonnière de mes étiquettes. Mais ça, c'était avant. Avant de réaliser que je n'étais pas seule à me traîner tous ces boulets. Et surtout, avant de décider de tout envoyer valser. La cheftaine, c'est un podcast où on parle de ce qui nous freine, mais aussi de ce qui nous inspire. En solo ou avec mes invités, j'ai décidé de secouer le cocotier. Alors, si toi aussi tu cherches à te reconnecter à ta propre valeur et que tu veux un boost d'énergie positive, c'est parti. Bienvenue dans la cheftaine, le podcast sérieusement décalé. Place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Avant de démarrer, une petite parenthèse pour remercier les quelques personnes qui ont pris le temps de laisser un avis sur Apple Podcast. Cœur sur vous. Aujourd'hui, je vous présente Isabelle, qui n'a pas les yeux bleus. Oui, j'assume ma vanne. Si tu as la référence, cœur sur toi également. Isabelle est opticienne, chef d'entreprise assumée d'une TPE de presque 5 salariés. Elle a repris d'ailleurs l'entreprise familiale dans laquelle elle travaille depuis 35 ans. Isabelle ne se destinait pas à ce métier initialement, mais le choix de raison est devenu une évidence et elle s'est plongée les yeux fermés dans ce défi, celui d'être la 3e génération à diriger le magasin. Comme elle va nous l'expliquer, être le numéro 3 est un sacré challenge qui a suscité des crispations, des frustrations, mais aussi des angoisses. Aujourd'hui, elle aborde l'avenir sereinement, avec plus de recul et de préparation. Isabelle est également très investie dans l'entrepreneuriat et le territoire. Présidente de la délégation départementale des femmes chefs d'entreprise, où nous nous sommes rencontrés, élue à la Chambre de commerce et d'industrie, mais aussi conseillère prud'homale. Isabelle est une femme qui se démène pour les causes qui l'importent et ne ménage pas son énergie. Ensemble, nous avons parlé d'entrepreneuriat, de représentativité des femmes, de sacrifice, d'équilibre, mais aussi de la terre qui continuera de tourner quoi qu'il advienne. Je ne t'en dis pas plus et je te laisse découvrir ma conversation avec Isabelle, que je remercie pour sa sincérité. La cheftaine, nouvel épisode. Bonne écoute. Bonjour Isabelle. Bonjour Audrey. Donc bienvenue dans le podcast de la cheftaine. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation et de passer sur le grill de mes quelques questions où tu vas pouvoir nous raconter, nous présenter un petit peu ton parcours. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Pas trop stressée? Non. Bon, très bien. Non. Donc c'est parti. On a une douzaine de questions en toile de fond. Et à la fin, je suis un petit peu coquine. Je vais te poser des questions que je ne t'ai pas envoyées. Tu n'as pas eu le temps de préparer. Suspense. Et non, exactement. Donc pour le reste de l'audience qui ne te connaît pas, Isabelle, je vais te demander de te présenter. Dis-nous qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie. Je m'appelle Isabelle Bressac, j'ai 57 ans. Je suis perpignanaise et je suis opticienne. J'ai un magasin d'optique en centre-ville de Perpignan. Depuis 35 ans. Personnellement, 35 ans. Donc justement, ta vie professionnelle plus en détail. Donc tu es dans ce magasin d'optique depuis 35 ans. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'es arrivée là? C'est une entreprise familiale de 3e génération. Mon grand-père qui a fondé qui a construit le magasin. Il y a 3e génération, donc c'est après-guerre, dans les années 45. J'ai atterri là. C'était pas du tout ce que je voulais faire en première intention. Il a fallu choisir un métier après le bac. Moi, j'aurais voulu être pilote de ligne et malheureusement, mon niveau maths physique n'était pas le niveau attendu. À l'époque, il n'y avait pas toutes ces écoles maintenant qui donnent accès beaucoup plus facilement. Il n'y avait que les grandes écoles, les prépas, physique, chimie, physique, tout ça. Pilote d'avion. Déjà. C'est atypique déjà. Déjà, à l'époque. Oui, pourquoi? Alors, dans ma famille, comment ça devient tout? Mais finalement, mon grand-père était pilote. D'accord. Il faisait partie de la réserve pendant la guerre. Et peut-être, ça vient de là. Enfin bon, le milieu aérien m'a toujours attiré. Et puis là, je dois être pilote de ligne. Bon. Ça ne s'est pas fait. Donc, il a fallu choisir une autre orientation. Le magasin était là. Mon père était opticien, qui avait donc reçu le magasin de son père. J'ai dit, pourquoi pas optique? Donc, je me suis inscrite dans l'école d'optique. J'ai fait optique en région parisienne. J'étais reçue, ça m'a plu. Et l'aventure est partie. D'accord. Voilà.
Et donc, tu as eu le choix ou pas le choix de reprendre le magasin quand même? J'ai eu le choix. D'accord. J'ai eu le choix. J'ai fait mes études à Paris. Après mes études, je travaillais à la région parisienne. Après, je travaillais quelques années à Lyon, en région lyonnaise. Et puis, un jour, papa, il m'a dit, écoute, si tu veux venir travailler au magasin, et à la place, je dois embaucher. Si ça te dit, tu viens. C'était le moment où moi, je voulais changer un peu. J'étais à Lyon. Ça faisait 4 ans que j'étais dans le même magasin. Je voulais changer. J'avais un peu envie de voir d'autres choses. Je dis, allez, pourquoi pas, on redescend au Bercail. Le soleil me manquait quand même un petit peu. Et voilà. Donc, je dis, pourquoi pas, je reviens à Perpignan. Et voilà. Donc, et puis, je suis rentrée, j'ai rencontré mon mari, je me suis mariée, puis voilà. Après, c'était la stabilité, quoi. La vie a pourquoi continuer, Voilà. quoi. Donc, il n'y a pas vraiment eu d'élément déclencheur où tu t'es dit, je veux être opticienne. C'était le choix raisonnable, quelque part? C'était un choix raisonnable. D'accord. Il y avait une entreprise créée, une belle entreprise. Je dis, pourquoi pas la faire perdurer. Ouais. Et voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait, en fait, parce que je savais pas vraiment quoi faire. Et tu es l'aînée de ta famille? Non, j'ai une sœur. D'accord. Une sœur aînée de 18 mois de plus que moi. Et qui a pas eu la pression de l'optique, elle? Non, oui, elle aurait bien aimé, puis ça s'est pas fait. Pour X raisons, ça s'est pas fait. Après, on aurait pu faire toutes les deux le même métier, c'était pas un souci. Elle, ça s'est pas fait, elle est partie en compta. Moi, ça s'est fait, j'étais un peu plus studieuse, je pense. J'ai rentré un peu plus dans les cases, dirons, voilà. Puis voilà, bon, ça s'est fait comme ça, la vie s'est fait comme ça. Moi, naturellement et sans violence, quoi. Sans violence. Bon, non, c'est pas du tout de pression familiale de reprendre. Oui, parce que parfois, il y a ce truc, il faut absolument reprendre l'entreprise familiale. Pas du tout. Vraiment, je l'ai jamais ressenti comme tel. Voilà. Et cette aspiration pour les avions, tu l'as gardée quand même, cette petite passion secrète? Oui, je l'ai gardée puisque de nos jours, j'ai assouvi ici. Dans le milieu aérien, je l'ai assouvi par, quand j'étais à Lyon, j'ai fait beaucoup de parachutisme. D'accord. Alors déjà, j'ai remis le pied dans un avion que je voulais. Bon, je le pilotais pas, mais j'en sortais en sautant. C'est ce petit côté d'envie d'adrénaline, nous dirons peut-être, hein, le dépassement de soi déjà à l'époque. Et après, et de nos jours, là, j'ai repris cette envie. Là, je suis élève pilote planeur. Là, par contre, je pilote. T'as soumis ça sur la partie passion, quoi, loisir. Exactement, loisir, pas professionnel. Donc tu pilotes des avions, mais de plus petite envergure. Voilà, exactement. Tout à fait. Donc la reprise du magasin s'est fait un petit peu naturellement. Tu as fait donc une formation optique, évidemment, mais est-ce que tu as suivi un accompagnement particulier sur la poursuite de l'entreprise à défaut de la formation? Non, alors, pas du tout. Sur le tas. Et oui, et sur le tas, et c'est ce qui m'a manqué quand même un petit peu, parce que moi j'étais très technicienne, j'adorais ce que je faisais, j'adorais monter les lunettes, fabriquer les lunettes, mais je faisais beaucoup d'adaptation de lentilles de contact. J'aimais beaucoup être à la vente en interaction client. Voilà, donc ça, l'opérationnel, en fait. J'adorais l'opérationnel. Donc, tant que j'ai pu, je suis restée dans l'opérationnel. Sauf qu'au moment, je suis partie à la retraite quand même. Hein, voilà. Donc, il fallait bien reprendre l'entreprise, et là, tant pis. Garder l'opérationnel, mais il y avait autre chose à faire. Et en fait, j'ai fait de pilotage, pilotage d'entreprise à vue. Donc, tant que l'entreprise marchait, voilà, je faisais ça un peu au feeling, je faisais comme mon père faisait, et puis. Ça fonctionnait. Et ça fonctionnait, jusqu'au moment où ça a un petit peu coincé. Et là, la conjoncture a changé. La consommation n'était plus la même, la façon de consommer. Donc, c'est déjà dans un changement de paradigme au niveau de la profession et de la consommation du commerce, dans notre profession, et ailleurs pareil. Et j'avais pas vraiment anticipé ça. Mon père n'avait pas anticipé du tout non plus. Et ça a été 10 ans un peu de galère. Et tu penses que si tu avais suivi une formation à la direction d'entreprise, tu aurais pu venir dans le cursus d'optique, il n'y avait pas. Aujourd'hui, ça existe. Et puis, on nous propose d'autres formations complémentaires. C'est dans l'air du temps. Aujourd'hui, à l'époque, ça n'existait pas du tout. On sortait opticien, on avait fait quelques heures de management et de gestion, et avec ça, débrouille-toi dans ton entreprise. Voilà. Donc, soit tu étais entrepreneur, ça marchait, soit tu étais plutôt technicien comme moi, mais ça a plus marché, ça a coincé. Alors, quand même, j'ai eu un accompagnement dans la difficulté, j'ai pas pu anticiper, malheureusement. J'appartiens à un groupement coopératif qui s'appelle Chris Group, et par ce biais avec des adhérents qui est assez proche, on s'entendait très bien, j'ai été accompagnée par des confrères, et puis par le groupement aussi, pour essayer de ressortir la tête de l'eau. Finalement, je me suis enfoncée, et c'est quand j'étais au fond du trou que je me suis rendu compte qu'il fallait quelque chose. C'est un peu de l'encadrement par des pairs. Voilà, exactement, ça a été ça. Alors, depuis, donc, ça a été 10 ans de galère.
J'ai sorti la tête de l'eau et bien, comme maintenant aujourd'hui l'entreprise va très bien. Et entre-temps, j'ai fait une formation de management de gestion, de management avancé, mais avec l'EDEC. Il y a combien? Il y a 5 ans? Non, 4 ans. 4 ans. T'es capé un peu plus Un là-dessus, petit peu quoi. plus capé là-dessus, c'est un peu tard, mais c'est pas trop tard, parce qu'il y a d'autres échéances qu'il faut anticiper à l'occasion, là, à la fin, la transmission de l'entreprise, hein, donc il faut anticiper. Je vais pas faire l'erreur de transmettre à vue qu'à quelqu'un d'autre et à Ouais. donc pour Quelque chose de plus serein. En fait, dans des échecs, c'est pas forcément un échec, puisqu'en fait, j'ai réussi à m'en sortir. Dans la difficulté, on apprend énormément. Oui. Dans la douleur, mais énormément. Dans la douleur. Voilà. On enfante dans la douleur. Voilà, c'est un peu ça. La principale difficulté pour installer une entreprise dans la durée. Tu es la 3e génération. Alors, c'est vrai que, en plus, mon papa était un personnage, mon grand-père, n'en parlons pas, était déjà quelqu'un de très Je savais pas que c'était ton grand-père. Je pensais que c'était ton père qui avait créé le magasin. Mon grand-père. Ton grand-père. Après-guerre, et on est au même endroit depuis. Oui, vous avez pas bougé, vraiment. Il avait quand même une stature et un aura très reconnu, mon grand-père. Mon père l'avait aussi, de son père, pareil. Donc, c'était des gens qu'on voyait beaucoup et qui rayonnaient énormément. Donc, reprendre derrière ça, en fait, je me suis pas posé beaucoup de questions. Même pas assez, à l'occurrence. Pas assez. Toujours pareil, ça s'est fait naturellement et ça s'est bien fait. Par contre, là, je crois que j'ai bien repris la personnalité. J'ai su transmettre, en fait, avoir le suivi et la personnalité, de ce côté-là. Après, pour le faire dans la durée, je rejoins ce que je t'ai dit avant. C'est très bien d'avoir une personnalité, c'est de se sentir bien avec ses clients, mais il faut se former. Il faut se former dans la durée, il faut anticiper. Regarder les chiffres, se poser pour faire du management et la gestion. Voilà. Donc, pour faire de la durée, il faut vraiment être là-dedans. Surtout de nos jours. Il faut se réserver des heures de pilotage d'entreprise pour avoir une visibilité. En fait, il faut pas vivre au jour le jour, c'est plus possible. Donc, il faut avoir une vraie stratégie, une vision stratégique. Une vision stratégique. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir une vision stratégique. Toutes les réflexions, ça en fait beaucoup au sein de Chris Group. Après, je l'aménage en fonction de mon localisation, et tes objectifs, les objectifs de mon endroit, la de la concurrence locale. Mais on a quand même des grandes lignes et on a des indicateurs qui nous sont délivrés régulièrement par le groupement. Donc, on est quand même très aidé. Je trouve, moi, de nos jours, être opticien indépendant, c'est encore plus de travail. Je pense que, d'ailleurs, il y a quelques opticiens indépendants, c'est difficile. Il y a beaucoup qui rallient les groupements. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de réseaux se construire sur des anciens, d'accord. C'est lié à la difficulté, la conjoncture est quand même difficile. Et moi, je suis un petit magasin. Alors, en dessous de 5, même de 10 salariés, je dirais même 10, en dessous de 5. Moi, je suis au four au moulin, comme je dis. Je fais du pilotage d'entreprise, je dois faire du pilotage d'entreprise, je suis en front office devant mes clients, je dois manager mes équipes. Je suis trop petite pour déléguer tout ça. Bien sûr. Enfin, le management d'entreprise, le pilotage d'entreprise, c'est moi mais je devrais faire que ça, normalement. Mes confrères qui ont plusieurs magasins, ils ne font que ça. De temps en temps, ils sont en front pour garder la température un petit peu de la clientèle, mais ils font que ça. Et ils ont des directeurs de magasins, des managers de collaborateurs, et ils font plus ça. Et quand t'es petit, comme ça, tu fais tout. T'es au four au moulin. C'est super chronophage, super difficile. D'accord. Voilà. Donc, bon. C'est comme ça. Moi, je peux pas grossir plus. Là, j'ai mon 80 mètres carrés. On est 3,5. Plus moi. Plus toi. Voilà, on est 4,5, parce que j'en fais quand même un chiffre d'affaires au-delà de tout le monde. Je fais quand même le chiffre d'affaires supérieur à mes collaboratrices, tout en étant moins en front office, et je dois faire quand même le reste. Je fais du 50 heures. Oui, et c'est ça, c'est l'envers du décor. Je fais du 50 heures. Parce que voilà, tu es à la tête d'une TPE, très petite entreprise. Donc tu dis, le budget n'est pas là pour pouvoir déléguer certaines missions. Voilà, et puis j'ai pas la place. On n'a rien sans rien, voilà. C'est la taille un peu critique. On peut pas faire plus, on peut pas engager plus et puis avoir un directeur de magasin. Voilà, les financiers ne le permettent pas. Voilà, j'ai un chiffre d'affaires vraiment limite pour pas basculer. D'accord. Et le fait que tu sois une femme, est-ce que ça a été un sujet justement dans la transmission de l'entreprise à l'origine? Je me suis pas non plus posé la question du tout. Pour moi, c'était pas un sujet. Ton père se l'est pas posé non plus. Pas du tout. Ça, Mon père n'avait que du personnel féminin.
D'accord. Voilà. Bon, ça s'est trouvé comme ça. Et t'es avant-gardiste, peut-être. Oui, t'es avant-gardiste parce qu'à son époque, le métier n'était pas féminisé comme aujourd'hui. Oui, en plus. Il était extrêmement féminisé. Et à l'époque, c'était un travail d'homme. Voilà. D'accord. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de travail manuel, de meulage de verre. Il y avait quand même, on respirait quand même de la vapeur de verre. D'accord. Voilà. Bon. De nos jours, ça c'est plus ça du tout. Donc c'est très féminisé, ce milieu confortable. On a des horaires quand même flexibles. On peut s'aménager ses horaires. On peut tout allier, en fait, dans le métier. Je trouve même de nos jours, dans les magasins, c'est très féminin. Ouais. Dès qu'on va peut-être quand je vois dans le groupement, dans les directions, dans les comités de direction, dans les CODIR, c'est homme. Ouais. On retrouve de 30% de femmes et 70% d'hommes. On retrouve ça. Quand même, encore. Il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Justement, tu me fais une transition parfaite. Tu es très impliquée dans la cause des femmes dans l'entrepreneuriat. Toi et moi, on se connaît grâce à l'association des femmes chefs d'entreprise. Donc, la moitié de la population française est une femme. La moitié de la population active est une femme. Et on se retrouve quand même toujours avec des disparités. Plus on graine dans la chaîne alimentaire, les écarts salariaux, n'en parlons pas. Comment tu expliques ce phénomène de si peu de représentativité des femmes arrivées au poste de direction? Il y a toujours un plafond de verre de toute façon. Hein. Il est peut-être un petit peu plus haut, mais il existe toujours. Hein. Il monte, mais encore là, alors comment expliquer ça? Pour moi, il y a quand même allié vie privée, vie professionnelle. À mon époque, je pense qu'aujourd'hui c'est un petit peu différent. Les hommes s'impliquent beaucoup plus avec les enfants, l'éducation, la gestion. Je pense qu'à mon époque, c'était encore une affaire de femmes. Moi, je pense que ça m'a coûté mon mariage, en partie, à 100%. Il fallait que faire tout, mener de front. Ouais. Parce que toi, tu as 2 enfants. J'ai 2 enfants, j'ai deux grandes filles de 28 et 25 ans. Donc, qui ont grandi avec le magasin. Qui ont grandi dans le commerce. Qui ne voulaient pas du tout rentrer dans le commerce, mais en front office, qu'elles ont toutes les deux fait d'école de commerce quand même. Finalement, voilà. Ça leur a donné la fibre. Le commerce pour être en direction. Je pense pas en front office, à la contact clientèle. Puis faire des heures dans les magasins comme ça, ils ont dit non. On ne pas faire, on s'est pas trop vu avec papa, donc aussi. Elles reprendront pas le magasin, a priori. Du tout. Alors, à l'époque, moi, je l'ai pas poussé pour. Comme maintenant, elle aurait été opticienne, ça m'aurait avancé pas mal. Pour recruter, c'est compliqué. Voilà. Donc, je vois les confrères comme des enfants qui reprennent les magasins. Oh, ça me fait l'oxygène terrible. Bon, moi, je les repas. C'est moi qui vais fermer la boutique, hein, et ça va être une étape. Ça va être autre chose. Ça va être une étape. Hein. Voilà. La question, c'était. Et c'était pour en revenir au plafond de verre. Ah oui, plafond de verre. Alors, effectivement, moi, je l'ai pas ressenti. Tant qu'on est dans son magasin, mais après, quand on veut prendre des postes de direction, là, il faut un peu plus bouger les coudes. Tu penses que c'est lié au fait que nous, les femmes, je dis nous parce que nous sommes toutes deux femmes autour de la table, tout ce qui est charge mentale, gestion du foyer. Et je pense qu'il y a un syndrome de l'imposteur. Aussi. On a tout. Il y en a certaines que non, hein, mais qui sont vraiment très volontaires. Je pense que la majorité, on a ça. Par culturellement, en fait. Le syndrome de l'imposteur, c'est culturel, c'est pas. Les hommes l'ont, je trouve aussi, hein, ceci dit, mais oui. Parce que je pense que c'est culturel. L'homme est fait pour être fort, la femme est fait pour suivre dans la réserve. Et on reste comme ça. Alors de nos jours, ça va mieux, mais quand on arrive au poste de direction, on est regardé. Les femmes ont fait peur encore, quand même. Oui, ou peut-être qu'on n'ose pas aussi prendre la place à laquelle on pourrait aspirer. Après, c'est vrai que ça peut être du combat et fatigant, en fait. Complètement. Voilà. Il y en a certaines qui arrivent. Alors, pourquoi expliquer ça? Ben, c'est parce que c'est ancré dans notre histoire. On espère que les prochaines générations corrigeront les défauts des précédentes, alors. Je pense que ça va venir. Ce sera pas du jour au lendemain. Je pense que les générations, celles qui, après nous, je pense que déjà, ils auront les bénéfices. Parce que les hommes sont plus impliqués. Tu parlais un petit peu des sacrifices en tant que femme. Sacrifie-t-on plus de choses qu'un homme pour diriger une entreprise? Personnellement, j'ai sacrifié mon entrepreneuriat, mon désir d'entrepreneuriat. Oui. J'arrivais pas à mener de front une entreprise un petit peu à relever, les enfants. Ouais. Et je ne voyais pas avoir notre bonne vente. Oui. D'accord. Donc oui, j'ai sacrifié pour les enfants, pour l'éducation des enfants. J'ai sacrifié ça. Oui. Sinon, tu penses que tu aurais continué à te multiplier, à grandir, au moins un deuxième point. Ouais. Et ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait parce que maintenant le faire non, je pense que c'est trop tard. Mais quoi que.
Si l'opportunité, j'irai pas le chercher, mais si l'opportunité se présente, je réfléchirai. C'est jamais passant une annonce. Non, je réfléchirai. Si l'opportunité se présente, je réfléchirai. Mais j'irai pas chercher l'opportunité. Ouais. Je suis vigilante, ce qui peut sur mon secteur, sur le centre, sur la ville de Perpignan, mais je n'irai pas chercher coûte que coûte. Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand ça se serait présenté, j'aurais eu du soutien. Ouais, j'aurais monté un autre point de vente, ouais. Ouais. Pour avoir l'expérience d'une création. D'accord. Oui, parce que oui, finalement. Là, repris pour avoir l'expérience d'une création de zéro. Hein. Bon, je pense que c'est deux challenges totalement différents. Exactement. Donc, c'est pour avoir cette expérience-là. Passer derrière quelqu'un, enfin quelqu'un, pour le coup. Une reprise est très difficile. Ouais. Et justement, tu en parlais tout à l'heure. Quelle a été ta plus grosse erreur et qu'en as-tu retenu? Ma grosse erreur, ça a été de reprendre et de naviguer à vue sans trop regarder les chiffres. En fait, quand je suis rentrée au magasin, au lieu d'aller essayer de gérer, d'apprendre la gestion d'une entreprise, regarder les bilans, regarder comment on gère, quels sont les indicateurs qu'il faut regarder mensuellement, comment avoir une vision un petit peu immédiate à 5 ans, à 10 ans, que mon père aurait pu me transmettre. Je l'ai pas regardé. Et quand j'ai repris l'entreprise, il a fallu que je porte à bout de bras à l'instant T l'entreprise et pas regarder plus loin. Parce qu'il fallait que je sauve. D'accord. J'étais un pompier, quoi, en fait. Donc, la plus grosse erreur, ça a été, voilà, de revenir au magasin, de vivre tranquillou. Je me suis mariée, j'ai eu mes enfants. Et un jour, tu t'es rattrapé, quoi. Et voilà, il a fallu reprendre l'entreprise. Là, je me rends compte que finalement, les indicateurs sont dans le rouge. Et puis voilà, quoi. Et c'est à ce moment-là que tu as rejoint la coopérative Chris Group? Non, c'est mon grand-père qui avait déjà... D'accord, ok. Moi, tu vois, je pensais que c'était Bressak Optique. Et alors, au début, c'était Bressak Optique. Ouais. Chris Group n'avait pas l'ampleur et la pignon sur rue comme aujourd'hui. Voilà. D'accord. Et c'était le début des regroupements. En fait, c'est juste... au début, c'était un regroupement d'opticiens. Oui, c'est une cinquantaine. Voilà, ils faisaient du commerce ensemble. C'était une coopérative. Et après, ben là, ça a grossi. Là, on a plus de 2200 points de vente. Quand même, ouais. Voilà, donc c'est plus de 3000, 4000 collaborateurs. Enfin, on a commencé à être très gros. Et je me suis appuyée dessus. Oui, ça a bien évolué. Heureusement que je les ai eus, oui. J'ai mis 10 ans à remonter Oui, j'imagine bien. À faire survivre le magasin. À survivre, carrément. Oui, carrément. Oui, survivre, tout à fait. Ouais. Parce qu'en plus, la conjoncture a viré. Avant, l'opticien, on rentrait chez eux, on faisait les lunettes, voilà. Oui, pas de discussion. Pas de discussion, mais rentrait à l'ordonnance. Et puis, il y a eu des champignons, donc plein de points de vente, il y a eu beaucoup de concurrence. Et on commençait à faire des devis. Oui. Et qu'on validait pas forcément. Et là, c'était une autre façon de vendre. Donc, il a fallu se remettre en question. C'était pas acquis immédiatement. Et vous êtes venu dans une vraie relation de commerçant, quoi. Une vraie relation de commerçant. C'était pas on venait nous acheter, c'est nous qui devions quand même proposer et vendre chez nous plutôt que vos voisins. Hein. Et après, il y a eu l'informatique, après on a essuyé les réseaux de soins, ce qui existe toujours, mais ça maintenant on s'est travaillé ensemble. Les premiers réseaux de soins, en fait, c'est un regroupement mutuel qui nous dit, OK, si vous voulez pouvoir servir nos adhérents, il faut rentrer dans le réseau. Et pour rentrer dans le réseau, c'est nous qui vous disons, mais bon, c'était avant les réseaux de soins quand même que j'étais sur. Après, la rentrée dans les réseaux de soins, c'était un petit peu salvateur. Moi, c'était salvateur pour moi. Oui, parce que tu savais que tu avais une clientèle qui allait nécessairement venir. Voilà, c'est sûr. Puis après, j'ai vraiment mis mes yeux dans les chiffres, dans les indicateurs. On m'a appris à piloter. Bon, j'ai fait cette formation à l'EDEC, mais avant, j'ai eu une formation en interne au sein de Chris Group. Lire un bilan, regarder les indicateurs, faire une projection, manager les collaborateurs, les faire vendre et regarder nos marges. Donc maintenant, tu as appris à prendre du recul et anticiper. Et à prendre du recul et anticiper. D'accord. Et ça me plaît. Après, avoir des difficultés, ça fait grandir, hein. Dans la douleur, ça fait grandir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tout à fait. Du coup, pour enchaîner justement sur quelque chose d'optimiste, quelle a été ta plus grande réussite et quel impact cela a-t-il sur ton quotidien, justement? Ma plus grande réussite, justement, ça a été de pas être la troisième génération qui fait couler. On dit, la première est créée, la deuxième elle fait fructifier, et la troisième elle fait boutique. C'est vrai. Mais c'est un adage, en fait. Hein. D'accord. Et comme je disais toujours, je veux pas être la troisième génération qui fait boutique. Ah oui, mais c'est l'angoisse, en fait. C'est quand même un peu l'angoisse. Ah oui. C'est un peu ce qui m'a fait se tenir aussi.
Oui, de pas survivre à la maladie voilà. en troisième. Et peut-être que finalement, bon, ça a été ma grande réussite de maintenir le magasin, de faire perdurer l'entreprise. Pour moi, c'est une grande réussite. Et puis le faire fructifier et rester avec pignon sur rue, on sait toujours qui je suis toujours au même endroit. Le magasin va très bien. Donc ça a été une grande réussite. Mais après, je me pose la question, est-ce qu'il aurait pas mieux valu que je laisse péricliter et repartir à zéro sur autre chose? Ouais. Je le saurai jamais. Tu le sauras jamais. Voilà, je le saurai jamais. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à concilier, pour mener à bien ton activité? Une famille. Ouais, ça on en revient toujours à ça. À côté mon mariage, hein. Ouais. C'est certain. Bon. En partie. Peut-être pas complètement ça, mais comme il a fallu que je sois beaucoup dans l'entreprise. Oui, en plus, j'avais des difficultés. Les enfants, j'avais la chance d'avoir ma mère et ma belle-mère qui étaient sur Perpignan, donc ont pu pallier à la garde. Ça, c'est un souci de moi aussi. Après, dans le commerce, ce qui est difficile, c'est de travailler le samedi. Comme je disais, moi, je suis une petite entreprise, je travaille le samedi et demander, me libérer le samedi. À l'époque, c'était inconcevable. Aujourd'hui, ça sera concevable. Ouais. C'est concevable aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était inconcevable. Donc voilà, ça a été très compliqué. Les activités du mercredi, du samedi, les anniversaires, tout. Ça a été très compliqué à concilier les deux. J'ai eu la chance de voir quand même mon père jusqu'à un certain moment. Hein. Et après, bon, quand il a pris la retraite, il a fallu que je sois beaucoup plus là. Et bon, là, ça a coincé, pour ma vie maritale, ça a coincé, ouais. D'accord. Voilà. Donc, ça serait à refaire. De nos jours, ce serait plus simple. Et puis, c'est pas que ça plus simple, j'ai pris du recul. Avant, il était inconcevable que je sois pas au magasin tout le temps. Et oui, la Terre aurait pu s'arrêter de tourner, évidemment. Il fallait absolument qu'on me voie au magasin. Et finalement, et alors la Terre continue de tourner en ton absence. Exactement. Et si t'es pas là le samedi, c'est pas grave. Ouais. J'ai quand même beaucoup de recul, mais le Covid m'a fait prendre beaucoup de recul aussi. Ça, et puis peut-être que tu as une équipe aussi plus solide aujourd'hui. Je fais absolument confiance. Et surtout, la Terre s'arrêtera pas de tourner, comme tu dis. Ah, complètement. Voilà. C'est fou, hein. Il faut que tu prennes conscience de ça. Ça coule tout seul. Ouais, la transmission, les jeunes, bon, de toute façon, mes collaboratrices ne travaillent pas du tout comme je travaillais moi. Elles sont pas du tout dans le même état d'esprit. Mais leur samedi, mais leur mercredi, elles travaillent sur 4 jours. Ouais. Pour moi, à mon époque, c'était inconcevable. Oui, commerçant artisan. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment conciliable. Les femmes, c'est vraiment conciliable. Après, quand on est chef d'entreprise, on se met la pression soi-même. Hein. Bien entendu. On se met la pression. Mais peut-être que j'aurai un troisième enfant. Je disais, mon troisième enfant, c'est malade. C'est ça. Et petite question, ton père, il a coupé net la retraite ou t'as dû le mettre dehors complètement? Non, il a coupé net. C'est vrai. C'est souvent difficile. Mais en fait, oui, mais il en avait assez. Ouais. C'était pas du tout le même commerce qu'il avait connu. Les gens, ils venaient, ils demandaient des devis, tout ça. Ah oui. Choc générationnel. Choc générationnel, l'informatique est arrivé. Lui, il était très branché informatique, mais malgré tout, c'est un petit peu compliqué. L'environnement a grossi énormément. Donc, il était très investi, puis on lui a fait comprendre, place aux jeunes, moi à la retraite, il a tout coupé. Et il a pas mal vécu. Du tout. Il est resté 5 ans sans venir au magasin. Ah ouais, vraiment. Et après, il est revenu, parce que j'avais besoin de lui pour le back-office. Pas en front-office, mais en back-office. Il devait me faire un remplacement d'un comptable que j'avais à poste. Et le comptable partait à la retraite. Je dis, papa, le temps que je trouve, viens me faire un petit peu il m'a proposé. Je lui dis, oui, viens me faire, c'est très bien. Oui. Ça dure depuis. Alors, je me dis, papa a quand même un certain âge, j'ai pas très bien temps plein. Oh, ça sur un certain niveau. Mais je me dis, s'il arrête, comment je fais, là? Eh oui. Anticipation. J'ai pas le temps. Et oui, j'ai pas le temps de faire ce qu'il faut. Mais je pense que s'il s'arrêtait, il faudrait que je me libère un peu du front office, ça c'est sûr. Et il va falloir. Mais j'essaye, hein. J'essaye. Mais après, j'ai tellement de casquettes qu'on vient me voir. Alors bon, c'est difficile de dire non quand on vient me voir. Et toi, tu parles de transmission, mais t'es encore jeune. La retraite, c'est pas pour demain. Taux plein dans 10 ans. Ouais. T'as encore une bonne décennie à tenir. Oui. Mais je peux la prendre avant, pas à taux plein. Ouais. Je me dis, je souhaite la retraite bientôt. Et puis, je dirais, dans 5-6 ans, je pourrais la prendre. 63 ans. Oui, voilà, c'est le moment où c'est le virage où on commence à préparer les choses. Et je me dis, je n'irai pas jusqu'au bout, je prendrai la retraite. Mais plus je m'approche, et les gens je dis ça.
Et là, je me Ça dis, devient trop concret. ça va pas être aussi simple que ça. Voilà, ça va pas être aussi simple. Mon idéal, ça serait transmettre, vendre ou garder une gérance et travailler 2 jours par semaine, 2 ou 3 jours par semaine. Histoire d'entretenir un petit peu. Voilà, le relationnel. Un petit peu, Bon, plus, on verra. Message passé, s'il y a des candidats. Oh non, ça fait partie des options. Ça fait partie des options. J'ai déjà réfléchi à la transmission d'entreprise. Mais ça, je vais pas faire. Tu ne vas pas avoir. Ah ouais. Ça, c'est déjà réfléchi. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que tu te sens à ta juste place, Isabelle? Oui. Et je me sens à ma juste place grâce aussi à l'association Femmes d'entreprise. Ouais. C'est fou cet effet qu'elle a sur nous, cette association. Oui, parce que le syndrome de l'imposteur. Et là, j'ai pris conscience du syndrome de l'imposteur. Ouais. On sait pas l'avoir, hein. Moi, les femmes, elles ont la juste place. Je me suis retrouvée, je n'ai pas investi ailleurs que dans mon magasin. Et quand on fait un pas de côté, ça nous fait faire un focus, d'aller échanger avec d'autres personnes, même hors profession. Là, on se rend compte qu'on a un syndrome d'imposteur. Tout ça. Ouais. Et on se rend compte de tout ça. Pourquoi j'ai pas été entrepreneur, j'ai pas aidé à être entrepreneur. Tout ça, on fait une analyse. Pourquoi tout ce qui s'est passé. Donc, si ça serait à refaire, je ferais pas pareil. Donc, je me sens à ma juste place, grâce à l'association Femmes d'entreprise, grâce aussi à mon engagement CCI et Prud'homal. Oui, je me sens à ma juste place. Oui, parce que tu l'as pas dit dans ta présentation, mais tu es également élu à la Chambre de commerce. Je suis élue à la Chambre de commerce et je suis juge prud'homal aussi. Et ça, c'est mon côté très droit, très loi. J'aime bien tout ce qui est carré. Ouais. Et voilà. Faut pas te la faire à l'envers. Non. Et comprendre les choses. Ouais. Et l'humain. L'humain. On reste mettre l'humain au centre vraiment de la profession. Donc, il y a une profession très technique. Ouais. On examine la vision, on analyse de la vision. On rend la vue, enfin, on donne la vue aux personnes, mais avec beaucoup d'humain. Et quand l'humain te gonfle, tu prends un avion et tu t'en vas dans les nuages. C'est vrai. Exactement ça, parce que l'humain est compliqué. Ouais, je te fais pas dire. Mais avec l'expérience, avec l'âge, on appréhende beaucoup plus facilement. Je vois mes collaboratrices sont plus jeunes, c'est pas facile. Ouais. L'humain est compliqué. Mais on a beaucoup d'humains dans notre. Et l'avenir, moi, je crois à l'humain. Voilà. S'il n'y a pas d'humain, on va à l'ère de l'IA, de l'informatique, on communique pas. Finalement, on se rend compte de nos jours, il faut que le contact humain soit là. Soit quand même présent. C'est vraiment important. C'est l'avenir. Moi, je pense que l'avenir, c'est ça. On aura des robots partout, hein. Mais on aura des robots qui prendront le téléphone, on aura des robots qui feront l'accueil. Mais je sais pas si on ira jusque-là. Moi, la différence, je pense, je suis assez d'accord avec toi. C'est la qualité, la chaleur humaine. La chaleur humaine, voilà. Ouais. On aura quand même des robots qui feront tout le côté technique et on sera là pour échanger. Pour nous découvrir des besoins, savoir comment ils appréhendent leur vie, comment ils ont besoin de leurs yeux. Et c'est en parlant beaucoup qu'on arrive bien à faire une bonne adaptation de lunettes. Une lunette, c'est pas une monture et deux verres. Hein. Non, mais ça sera l'humain, la valeur ajoutée, je pense. Ouais. Oui. Et c'est ça qui me plaît, qui m'a beaucoup plu. Il y en avait beaucoup quand je suis rentrée, dans la profession. Oui. Ça, c'est un peu l'informatique, un peu étouffer un peu ça, et là, on y revient à fond la caisse, en fait. Si on n'est pas, il faut aimer les gens, en fait. Pour être commerçant, il faut aimer les gens. Si t'aimes pas les gens, tu fais autre chose. Hein. Oui. Ou tu fabriques les lunettes en back-office. Oui, voilà, exactement. Et encore, il faut aimer que c'est du contact, c'est du physique, c'est du contact humain, du contact avec la matière, quand même. Oui. Ah, voilà, donc c'est, non, quand même, malgré tout, il faut aimer. Il faut quand même aimer. Quand on pense à pour qui, pourquoi on le fait. Oui, c'est vrai que l'objet a une fonction et est destiné à une personne. Il y a une histoire derrière tout ça. On est arrivé au bout des questions que je t'avais envoyées. Et donc, c'est la phase réponse au tac au tac. Ouais. Il y en a il y en a 5. Il y a pas de questions pièges. Et si tu veux passer, c'est comme tu dis Joker. Hein? C'est comme dans les jeux télé, c'est pareil. D'accord. Quelle est ton héroïne dans l'histoire et pourquoi? Et l'histoire avec un grand H. Moi, ça aurait été une guerrière. Alors, est-ce que Jeanne d'Arc? Pourquoi pas? Mais ça aurait été une guerrière, moi, une héroïne. Je peux pas te dire de nom, mais c'est quelqu'un quand même qui va bien au combat. Ouais. Sera battu pour ses convictions. Oui, tout à fait. D'accord. Voilà. Quelle faute, Isabelle, t'inspire le plus d'indulgence? L'erreur. Quelle que soit l'erreur. L'erreur, pour moi, c'est un gage de faire différemment et de rebondir. Donc, quelqu'un qui fait une erreur, une vraie erreur, c'est-à-dire involontaire. Involontaire. D'accord. L'erreur involontaire, je suis très très
Il apprendra de son erreur. C'est Voilà, surtout ça. Exactement. As-tu un mantra, une devise, un dicton ou une citation que tu voudrais nous partager et qui te motive? T'en es capable et tu fais les choses bien. Pas de pression. Il est très bien ce mantra. Voilà. Que dirais-tu à la jeune génération de femmes pour les encourager à se lancer dans l'entrepreneuriat, justement? Allez-y, foncez et surtout, plantez-vous. N'ayez pas peur de vous planter. Exactement. Ouais. Non, mais même presque à le souhaiter. Moi, l'éducation fait qu'il était hors de question que je trébuche. Ne serait-ce que trébucher. Pas le droit à l'erreur. Pas droit à l'erreur. Ça s'est poursuivi toute ma vie. Et de nos jours, c'est une grosse erreur en parlant des erreurs. J'aurais aimé, qu'on me dise, pourtant j'ai pas eu de pression. Je pense que si je m'étais plantée, j'aurais pas eu mon père. Mais c'est moi, je dis, ça veut dire que voilà, j'aurais dit, je suis pas bonne, je suis pas bonne si je me plante. Mon grand-père s'est pas planté, mon père s'est pas planté. Pour moi, ça aurait été de me planter. D'où, voilà, c'est cette galère. Et les jeunes, je dirais, allez-y, entreprenez. Si vous vous plantez, c'est pas grave. Vous apprendrez de vos erreurs et vous monterez quelque chose d'encore plus grand, encore plus majestueux. Voilà. Donc, allez-y, allez-y. Le système a changé. Dans l'entrepreneuriat féminin, maintenant, de nos jours, allez-y, en fait. Hein. Et faites-vous accompagner aussi. Avoir un mentor, aller se renseigner une fois qu'on a testé. Allez-y, on peut faire avec conscience et voilà. Hein. La dernière question, celle qui va te laisser bouche bée, évidemment. Quelle est la chanson qui te motive quand tu as le moral dans les chaussettes? Et alors, si en plus tu nous la chantes, c'est formidable. Chanter, certainement pas. Ça, c'est peut-être un prochain travail sur moi. Chanter en public? Aller prendre des cours de chant. Parce que pour moi, je chante extrêmement faux. Mais on m'a dit il y a un ton pour toutes les voix. Il paraît qu'on peut tous être capables de pousser la chansonnette. Certainement que je vais pousser la chansonnette. En attendant, la musique, tout c'est We Are Champion, quoi. Ah oui, si t'as un cafard, tu balances un coup de Queen et c'est parti. Un peu de Queen et c'est à fond dans les oreilles. Ah, génial. Tout à fait. J'aime bien aussi. Voilà. Merci Isabelle pour ce partage, avec cette bonne humeur. C'est jamais trop difficile, c'est très difficile de parler de soi. Merci beaucoup Isabelle pour ce partage. Merci. À bientôt. Merci pour ta bonne humeur. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu repars avec de l'inspiration et de nouvelles perspectives pour avancer avec confiance. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains. Et surtout, n'hésite pas à laisser un avis plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de faire grandir notre belle communauté. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, toujours aussi décalé et inspirant. À bientôt dans la Cheftaine.